Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être accrochés sur votre chaîne Miracle Talent dans l'émission Découverte. Sur ce, aujourd'hui, nous partons à la découverte de monsieur Elvis Ajavon, fonctionnaire au ministère de l'Éducation nationale en France. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. D'accord, pareil que chez nous. Merci. Ok, aujourd'hui nous sommes chez vous pour que vous puissiez un peu nous parler de tout et de rien. Donc sur ce, décrivez-vous en quelques mots pour les téléspectateurs qui nous suivent. D'accord. Avant toute chose, je tenais à remercier Miracle Talent pour cette opportunité que vous m'offrez et aussi profiter un peu pour parler du système éducatif togolais. Donc je suis monsieur Ajavon Elvis, j'ai 55 ans, je suis marié, père de 6 enfants, je vis en France et ça fait plus d'une trentaine d'années maintenant que je travaille au sein du ministère de l'Éducation nationale français. J'ai eu à gérer les examens, les concours de recrutement de personnel enseignant et depuis quelques temps je m'occupe de la cellule financière de plusieurs établissements de l'Île-de-France et donc je travaille essentiellement dans l'Académie de Paris. Ok, merci beaucoup. Sur ce, nous allons passer à notre seconde question. Que pensez-vous de l'éducation scolaire ici au Togo, vu que vous êtes resté pleinement à l'extérieur, mais que pensez-vous de l'éducation ici sur notre natal Togo? Je pense que c'est une très très bonne question, parce que je tiens quand même à souligner que j'ai fait mes études ici au Togo, quand même je suis soldat de 6e. Ça date en 1976, on a ouvert le CEGETO Centre, je me rappelle bien. Et ensuite, j'ai fait d'autres pays, ce qui m'a permis notamment de comparer les systèmes éducatifs, ce qui se fait ailleurs et ce qui se fait dans nos pays. Et je pense que le constat, c'est pas un constat personnel, c'est un constat global, parce que j'ai eu quand même à fréquenter certains enseignants, aller dans certains établissements, avoir des directeurs, des proviseurs. Et le constat est là, c'est pas M. Ajavon qui le dit, c'est un constat qui est là que le constat général quoi. Voilà, le système éducatif togolais vraiment, on est en perte de vitesse. Je me suis dit que nous, on a hérité un système de la colonisation, disons de la France, disons ça tout cru. Mais ce que je comprends pas, c'est que eux, les Français, ils ont quand même toiletté, changé. On a changé le système longtemps, mais nous qui avons hérité d'eux, notre système est resté, disons, figé depuis les années d'indépendance, alors que eux, de leur côté, ça change pratiquement tout le temps. Là, on vient de faire la réforme du baccalauréat. Il y a pas si longtemps que ça, on a changé les séries. Les anciennes séries A, B, C, D ont disparu. Et nous, on les a toujours ici. Et on a des pratiques que personnellement j'ai remis en question, j'en ai parlé, j'ai écrit là-dessus et évidemment j'aimerais vous dire que moi le constat est sévère. Le constat est sévère et il faudrait quand même penser, nettoyer ça, toiletter ça, réformer tout ça pour redonner goût à l'éducation, redonner goût aux enfants que comme nous on avait à l'époque. Quand on nous dit d'aller à l'école, qu'on aille à l'école avec le sourire aux lèvres et non à reculons. Donc voilà à peu près mon constat sur l'éducation, sur le système éducatif togolais. Ok, d'accord. Donc là, avez-vous des projets pour l'éducation ici au Togo, vu que vous êtes revenu? Oui, vous savez, je reviens pratiquement chaque année à Lomé parce que j'ai mon association Impact Togo, Mouvement pour une action citoyenne qui prend beaucoup de temps. Et donc je reviens tout le temps. Et à chaque fois que je mets le pied sur ma terre natale, je milite toujours en faveur de l'éducation parce que, comme j'aime bien le dire, c'est quelque chose qui est chevillé au corps et j'aimerais bien quand même porter un peu de mon expérience à ce que les choses changent un petit peu dans le pays. Je peux vous dire que ce combat, je le mène depuis 2008. Ça date pas d'aujourd'hui. Et j'ai bon espoir que dans les années à venir, on pourra vraiment s'attaquer à ce changement. Oui, j'ai des projets. Le projet, c'est la réforme totale du système éducatif togolais. C'est vraiment une réforme en profondeur que j'appelle de tous mes voeux.
Et pour faire ce système-là, cette réforme-là, j'avais écrit dans un document que j'avais d'une 50aine de pages à l'Assemblée générale, aux États généraux, je dirais plutôt aux États généraux de l'éducation nationale, qui devaient englober tous les acteurs du système. Voilà. Les professeurs, les enseignants, les parents d'élèves, en fait, tous ceux qui concourent à ce que l'éducation marche. Et ces États généraux, j'en appelle toujours de mes voeux aujourd'hui et demain pour qu'on puisse mettre les choses au plat, comme la conférence nationale qu'on a fait il y a un certain temps, où tout le monde, voilà, c'est comme ça seulement qu'on pourra un peu dépoussiérer tout ça et essayer de redonner goût à l'école. Donc oui, j'ai un vaste projet pour le système éducatif togolais. On peut résumer cela en 5 points essentiels. Le premier, c'est évidemment les infrastructures scolaires. J'ai écrit dessus. Je ne peux pas concevoir que nous sommes en 2020 et qu'on puisse, en allant à l'intérieur du pays, voir encore des écoles sous forme de cases, de paille, de briques, Non, c'est pas possible. Je pense que le Togo a les moyens financiers pour ne serait-ce que mettre des établissements, des prototypes dans chaque village, même le plus reculé, pour permettre à nos élèves de travailler dans de très bonnes conditions. Sans infrastructure, on ne peut pas apprendre. Je l'ai toujours dit, l'environnement compte beaucoup dans l'acquisition de l'apprentissage. Donc ça, franchement, ça me tient à cœur. Même à Lomé ici, j'ai eu à visiter des écoles qui sont dans un état pas possible, dans la capitale. Voilà, des établissements qui sont délabrés, qui n'ont plus rien. Des directeurs qui ont appelé mon association au secours pour essayer de les aider pour les rénover, mais bon, c'est pas notre domaine. Mais bon, on a essayé de mettre en place quelque chose sur Facebook pour récolter des sous, mais bon, ça aussi, ça n'a pas marché. Ensuite, le deuxième point, évidemment, c'est le recrutement et la formation des enseignants. Voilà. Moi, je ne comprends pas quelque chose. À une certaine époque, il y avait l'Institut de formation des maîtres qui faisait en sorte que dès que vous êtes recruté, vous avez une formation et ensuite, on vous met en face des élèves. Théorie pratique. Moi, je milite encore pour cela. Parce que, vous savez, mettre quelqu'un qui vient de réussir un concours en face des élèves tout cru, mais ils vont le bouffer. Et ça, j'en sais quelque chose. Même en Europe, en France, il y a quand même il y a l'Institut des maîtres et on a quand même, ça a été supprimé, mais je pense que c'est revenu, au moins une année de formation. Et quand vous sortez de faire de la théorie de la pratique, une fois qu'on vous met devant l'élève, vous savez exactement comment la guider. Donc le recrutement et la formation des enseignants, et évidemment tout ce problème salarial qui date de Mathusalem et qu'il faudra vraiment régler parce que nos enseignants, encore une fois, si vous faites les statistiques, sont les moins lotis de la sous-région. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Bénin, vous allez au Sénégal, les enseignants sont mieux payés qu'au Togo. Voilà. Ensuite, moi je vais aborder aussi les programmes scolaires. Pour moi, c'est une usine à gaz. Voilà, c'est une usine à gaz. Quand vous prenez des épreuves de CEPD ou de 3e et que vous allez présenter ça aux petits Français, voilà, ils ne comprennent pas, c'est inimaginable qu'à 10 ans ou 9 ans, je ne sais pas, pour le CEPD, on puisse donner des épreuves comme ça. Le problème, c'est que je me demande à quoi ça servira à l'élève un peu plus tard. Pour une première fois, je suis tombé dans le CEPD. J'ai vu les épreuves. Je vois les commentaires sur les réseaux sociaux. Franchement, pour vous dire la vérité, je ne suis pas pour. En fait, expliquez-moi un peu. Vous voulez dire que les épreuves sont trop compliquées pour ces élèves? Bien sûr. Ou trop... Bien sûr. C'est trop compliqué parce que moi, j'ai milité pour la suppression de tout ça. Je suis quelqu'un qui est contre le fait de faire passer autant d'examens à nos élèves depuis la classe de CM2, comptez-les jusqu'au bac. En CM2, pour moi, il faut un contrôle continu tout au long de l'année.
c'est la seule façon de pouvoir, comment on dit ça, évaluer la compétence de l'élève sur les 3 trimestres. Ça coule de source. Un enfant de CM2, j'ai vu les épreuves et je me suis dit, mais ça va lui servir à quoi en 6e, tout ce que j'ai vu là. Ben, franchement, il faut, ce que je dis souvent, acquérir 3 fondamentaux, si je peux dire, avant de passer en classe de 6e. La lecture, l'écriture et le calcul. Les 3. C'est tout. Vous savez écrire, vous savez lire, vous savez compter, calculer, c'est l'essentiel. C'est tout. Et c'est ce que j'appelle le socle commun de connaissances. Une fois qu'on a ce socle-là, après, en classe de 6e, jusqu'en 3e, 1er, etc., on peut s'en sortir. Mais là, ce que j'ai vu les programmes, 7h30. J'ai vu les programmes. C'est-à-dire que moi, j'ai ma fille qui a passé les épreuves. Moi, je suis en vacances pour quelques semaines. Quand vous réveillez un enfant à 5h30 ou à 6h, quand même, pour aller passer des épreuves, mais je me dis, on est où? Les études démontrent que, et ça aussi, il va falloir qu'un jour on se mette ça dans la tête, c'est à partir d'une certaine heure dans la journée que les gens sont réceptifs. Même vous, adultes, comme nous, comme les enfants, c'est à partir d'une certaine heure. Vous pensez que c'est pour rien que les Blancs ont fixé le début des cours des fois à 8h30 ou à 9h? Ils savent que l'enfant est réceptif à partir d'une certaine heure. Et là, d'autant plus que c'est un examen que l'enfant va passer. Moi, j'ai vu quand on réveille ma fille à 5h30, 6h, dans quel état elle est. Même si elle dort tôt. Et on va lui faire passer des épreuves que j'ai vues. L'épreuve de problème, moi je le dis, hein, l'histoire de 6% d'un achat ou 5%, tout ça, franchement, je ne vois pas je ne vois pas cela. Donc, il faut vraiment revoir tout ce programme. De la primaire jusqu'en classe de terminale. Mais donnons l'opportunité à nos élèves, nous sommes des Togolais, nous sommes des Africains, quand même d'apprendre des choses de chez nous. Quand vous prenez nos programmes, on enseigne la littérature française, on enseigne l'histoire, géographie, les Louis et compagnie, etc. Mais et nous? Je pense que nos élèves ne connaissent même pas le nombre de fleuves, de lacs, de ce qu'il y a au Togo ici. Je sais qu'ils ne connaissent même pas l'histoire du Togo, la géographie du Togo, mais mettons l'accent et soyons un peu nationalistes. Apprenons quand même les choses de chez nous, les choses de l'Afrique de l'Ouest pour commencer, et ensuite on verra, on s'adaptera sur la mondialisation, mais commençons quand même par nous. Quand on fait des CEPD, on pose bref, je ne vais pas... Donc ça, c'est le programme. Voilà. Le rythme scolaire, ça rejoint ce que je suis en train de dire. C'est aussi infernal. Infernal. Le cerveau humain, quand même. Vous savez, quand on se balade, c'est pas qu'au Togo, pas qu'à Lomé, mais baladez-vous dans les pays africains, le nombre de surmenés qu'on rencontre dehors. C'est pas des fous, c'est pas des fous de la folie maladie. C'est des surmenés par les études. Mais il y en a beaucoup parce qu'on a des programmes tellement surchargés. Moi, j'ai fait mes études ici jusqu'en 6e. Je sais ce que c'est. On sait comment on faisait. Mais c'est pas possible. Il faut qu'on allège tout ça. Il faut que l'élève... Vous savez, en France, on a sorti une loi qui fait que l'enfant n'a plus le droit d'avoir des devoirs à la maison de soir. C'est-à-dire que quand vous finissez, vous finissez. C'est fini. C'est-à-dire que le professeur doit être en mesure de faire son cours pour que l'enfant comprenne et parte à la maison. Ses livres et tout ça sont dans le casier de l'école. Quitte à ce que même si l'enfant va à la maison et faire des recherches, etc., mais ce n'est pas des devoirs. Ce n'est pas des devoirs. Et, encore une fois, moi j'aime bien comparer ce qui marche et enlever ce qui ne marche pas. Et ça fait depuis des années qu'on continue comme ça. Et qu'est-ce que ça nous donne à la fin? Rien. Donc il faut un moment se dire stop. Et je dis souvent que cette Covid-19 qui est arrivée, je l'ai écrit que c'est une opportunité donnée pour tout remettre à plat et tout recommencer, pas à zéro, mais
prendre disons, la quintessence de ce qui pourra marcher et faire en sorte de redonner ce goût à l'école, quoi, parce que nos enfants n'ont plus goût. Nos enfants n'ont plus goût à l'école. Les parents sont totalement démotivés. Et ce qui rejoint donc mon autre point, c'est évidemment, après le programme, le rythme scolaire, ce sont les parents, les élèves. C'est eux qui sont au centre même de... Sans eux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de professeur. Donc, on doit quand même apporter une importance, un regard particulier aux parents d'élèves et aux élèves. Les parents n'en peuvent plus. Moi, j'ai eu à fréquenter beaucoup de parents. Quand la rentrée arrive comme ça, c'est fini. Soit ils font... Et puis, voilà. Puis, vous savez... J'ai vu qu'il y a depuis des années, je viens à Lomé, je vois qu'il y a des banques qui font des prêts pour la rentrée. Non, je suis désolé. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'on devrait aider les parents. On devrait les aider. Ok, donc parlez-nous de votre conception de la gratuité. De quoi vous parlez? Voilà. En fait, moi, quand je l'avais proposé dans mon système de réforme, en fait, cette gratuité devait aller de la classe de primaire, la maternelle même, jusqu'au collège. Ouais. Bon, je pense que ça ne touche pas encore les collégiens, ça ne touche que les préscolaires, comme vous dites ici, et puis les primaires. Quand on parle de gratuité, c'est qu'on n'a rien à payer. Et moi, franchement, j'ai applaudi des deux mains pour ça. Mais je sais quand même que les choses étant ce qu'elles sont, dans certaines circonstances, des chefs d'établissement peuvent demander aux parents, voilà, quelque chose, quoi. Voilà. Mais, vous voyez, quand moi je l'avais écrit, qu'est-ce que j'avais préconisé? J'avais préconisé que lors de l'inscription, quand on inscrit un élève dans un établissement scolaire, que ça soit au bon vouloir des parents de donner quelque chose pour aider l'établissement. Et c'est ce que j'ai appelé la caisse de solidarité. En fait, c'est une caisse dans chaque établissement. Tu inscris ton enfant, si c'est 5 000, si c'est 10 000, par rapport à ce que tu as. Et on met dans une caisse de solidarité de l'établissement. Et cette caisse-là servira à dépanner quand il y a peut-être un robinet qui est cassé. Voilà. Mais ce n'est pas aux parents. Quand on dit c'est soit on fait la gratuité ou on ne la fait pas. C'est-à-dire c'est pas obligé, quoi. Voilà, c'est pas obligé. Ça doit être au bon vouloir d'aider un établissement. Si votre enfant va dans un établissement et il y a des problèmes, on peut demander au bon vouloir aux parents de contribuer. Et ça, vous faites un formulaire d'inscription et dessus, vous mettez caisse de solidarité, le parent coche 10 000 francs, 20 000 francs, etc. Et ça, évidemment, il faut un suivi aussi. Bon, on va pas tout détailler ici, est-ce que ça risque d'être non. Et donc, quand je parle des prêts bancaires, je dis que je suis totalement contre parce que, pourquoi? Pour moi, c'est l'État qui doit aider les parents. L'État doit pouvoir aider les parents nécessiteux. L'État doit pouvoir créer une allocation, une aide pour la rentrée des classes, pour permettre aux parents de faire face aux achats scolaires. C'est pour ça que dans la gratuité, j'ai inclus aussi la distribution gratuite des annales, les livres. Pour moi, c'est pas aux parents de les acheter, jusqu'au collège. Hein. Et je pense qu'on a les moyens. Faut pas qu'on... ça aussi, la gratuité peut aussi créer des emplois, c'est-à-dire nous prenons une imprimerie nationale qui fait les annales, c'est-à-dire qui produit les annales, ça produira des emplois et on distribue les annales aux élèves. Ou si c'est 5 livres que vous avez besoin, mathématiques, anglais, français, peu importe, on vous donne les 5 livres et les parents déchargent. À la fin de l'année, vous rendez les livres dans son état du début. Et un livre qui est détérioré ou usé, il y a une certaine somme à payer pour, voilà. Ça, ce n'est pas de l'eau de mer. Hein. Je pense que si on fait ça même là aujourd'hui, les parents vont se mettre à genoux pour remercier l'État. On a les moyens, on a les compétences, on a les imprimeries, on peut le faire. Voilà. Donc, moi, la gratuité doit s'étendre jusqu'au collège. Et ensuite, évidemment, après le brevet, on peut voir le cas des lycéens. Donc, aidons les parents pour que les parents puissent aider les élèves et pour que le système éducatif prenne un bon bol d'air et que nous arrivons plus ou moins à remettre ce truc sur pied. Et
évidemment, le gros sujet, mais on ne va pas en débattre aujourd'hui, ce sont les cantines scolaires. Ah ouais. Ça me tient tellement à cœur que quand je vais dans des établissements publics, les maternelles, les primaires, quand je vois comment nos enfants sont nourris, je suis révolté. Pour moi, tout est trop centralisé. Oui. Tout est trop centralisé et on oublie souvent Ceux de l'intérieur. C'est pour ça que j'ai demandé dans mon programme que nous créions des académies par rapport à nos régions. On peut avoir une académie des lacs, une académie des savanes, une académie des plateaux, et à la tête de chaque académie, on met un recteur. Et je pense que en découpant ainsi nos académies avec un recteur, on pourra avoir un œil, surtout au lieu de tout centraliser sur Lomé. Et évidemment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'appelle de mes voeux la mise en place d'un vrai ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports. On avait ça à un certain temps et ça marchait très bien. Et ce ministère-là doit chapeauter les 3 ministères qu'on a actuellement de tutelle. Et on met de côté l'enseignement supérieur qui, pour moi, doit être une entité totalement découpée de ces 3-là. L'université, au fait, et la recherche scientifique. Donc, on avait ça un certain... Et ça marchait très bien. Remettons le ministère de l'Éducation nationale en place. C'est ce qu'on appelle souvent les ministères régaliens. On doit... la santé et l'éducation, pour moi, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel budget, ces deux-là vont être des budgets essentiels pour le développement et la bonne marche d'un pays. Il y a encore beaucoup à dire, mais je ne peux pas vous monopoliser parce que je peux vous détailler mes points, mais bon, ça sera peut-être fera l'objet de nos débats, mais je pense que ces 5 points que je vous ai énumérés, plus le point de la cantine scolaire, pour moi, sont très très importants. Ok, d'accord. Et là, nous allons tomber sur une autre question qui vraiment nous tient vraiment à cœur. Et aujourd'hui, en milieu scolaire, vous allez remarquer des abus sexuels. Maintenant, que pensez-vous de ces comportements, de ces attitudes dans des établissements? Voilà. Vous savez, Feu et Adema, à son époque, avait sorti un décret par rapport à tout individu qui enceinterait ou engrosserait un enfant sur un banc de table, un banc d'école. Je sais que le décret existe toujours. Et donc, il faut l'appliquer. Je pense, je ne sais pas de quelle année, mais je sais que je l'avais lu quelque part et j'avais même ressorti ça quand l'histoire du CST est sortie pour voir comment c'est fait. Vous savez, de telles pratiques ne devraient pas exister. Et je condamne, je ne sais pas avec quelle vigueur ou quelle rigueur, ce qui est arrivé. Je l'ai appris, et je l'ai lu d'ailleurs que la jeune fille aurait d'ailleurs déjà accouché, et que les parents, évidemment, portent plainte, et que ce monsieur n'était pas à son premier coup, si je peux dire. Nous devons arrêter tout ça. Il y a un moment donné, il faut savoir dire stop, et prendre des mesures qui s'engagent, qui s'imposent. On ne devrait pas. On ne devrait pas, d'autant plus que c'est dans le milieu scolaire et un directeur d'école, quoi. Et sur un enfant mineur. En fait, tous les délits sont là. Voilà. Tous les délits sont là. Donc, je ne sais pas si la justice va s'emparer de ce cas. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un comment dire ça encore? J'aime bien le dialogue. J'aime bien dialoguer, j'aime bien discuter, j'aime bien aller au fond des choses. Je ne suis pas, comment dire, vous avez bien échangé, quoi. Échanger et puis voir comment gérer les choses. Je n'ai pas qu'on prenne les décisions, voilà, très vite et puis après qu'on regrette. Mais là, d'après ce que j'ai lu, c'est pas la première fois. Et donc je me dis déjà, mais s'il y a une première fois, pourquoi cette personne est dehors? Pourquoi cette personne n'a pas été sanctionnée? Il y a une deuxième fois. Je ne pensais pas que peut-être il le fait depuis, mais
On dit plusieurs jours pour le voleur. Vous savez, il y a aussi l'omerta dans certains milieux, que peut-être qu'il fait longtemps, mais il y a aussi des menaces. Si tu le dis, et peut-être que là, c'est visible et que ça s'est su, et à travers les réseaux, maintenant, on ne cache plus rien. Les réseaux sociaux sont là. Tu peux te cacher au fin fond de l'Amazonie, on va te trouver. Et là, je dis que ça ne devrait pas exister et que la justice devrait se saisir de ce cas et en faire des exemples à ces enseignants, à ces directeurs, tous ces gens qui se pensent supérieurs, qui se pensent au-dessus des lois et qui font du n'importe quoi. Ce qui m'amène évidemment aussi à cette histoire qui a vraiment secoué notre pays il n'y a pas si longtemps, l'histoire de ces fameuses CST qu'on a vu aussi en Europe, qui ont tourné sur tous les réseaux sociaux et aussi comment ça a été géré. J'aurais appris, parce que je suis quand même très régulièrement ce qui se passe dans mon pays, que ces élèves ont été arrêtés, qui ont été déférés et sont passés des nuits. Et même je viens d'apprendre qu'il y a eu peut-être une qui se sera suicidée et que certains sont sortis avec des condamnations avec sursis, etc. J'ai écrit dessus quand c'est arrivé et j'avais dit à l'époque que, vous savez, dans chaque établissement, on a quelque chose qu'on appelle le règlement intérieur. Et dans le règlement intérieur, il y a des conseils de discipline. Donc, la manière dont ce problème a été géré, pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur parce que on a ajouté du traumatisme à déjà un traumatisme qui existait déjà. Ce que j'avais préconisé, et je l'avais écrit, et je pense que les gens seraient peut-être d'accord avec moi pour dire que dans ces cas de figure, c'est d'abord le conseil de discipline de l'établissement qui doit agir, qui doit se saisir de ce cas-là. Bon, déjà, j'aimerais bien regarder le règlement intérieur de cet établissement où ce problème est arrivé, voir si combien de conseils de discipline il y a eu cette année. Parce que pour que des choses comme ça arrivent, je me pose des questions. Et ça rejoint une question que vous m'avez posée tout à l'heure. J'y répondrai. C'est que le conseil de discipline aurait dû se saisir de ce cas, convoquer les acteurs, les parents d'élèves, parce qu'un conseil de discipline, ça se compose des représentants des élèves, des représentants des professeurs, des enseignants, évidemment du chef d'établissement. Je pense qu'il y a aussi, si je ne me trompe pas, oui, les parents d'élèves, je l'ai cité, et évidemment les acteurs, ceux qui sont accusés. Et donc, il y a une délibération. Et c'est à la fin de cette délibération-là que les sanctions sont prises. Et libre à l'établissement après, s'il y a lieu de porter plainte, de porter l'affaire devant la justice. C'est la procédure. On ne peut, et je le dis encore, je le répète, il y a deux endroits pour moi où les forces de l'ordre n'ont pas, excusez-moi, mais n'ont pas le droit de mettre pied. C'est dans un établissement scolaire et dans des lieux de culte. Ce n'est pas... Moi, j'ai vu que ces enfants étaient arrêtés. Je me suis posé la question, mais quel crime ils ont commis? S'ils ont commis un crime qui s'est passé dans l'enceinte de l'établissement, ça redevient le problème de l'établissement. D'après ce que j'ai vu, c'était pas à l'extérieur, c'était pas dans la rue, etc. Si c'est à l'extérieur, évidemment, c'est un problème public, donc géré par comme ça a été géré. Mais à l'intérieur d'un établissement scolaire, ça devait être géré par la direction de l'établissement, par le conseil de discipline. Il y a plusieurs sanctions, hein. Il y a énormément de sanctions et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Malheureusement, j'ai dit que ça allait les traumatiser. Et ça est en train de les traumatiser. S'il y en a une qui s'est suicidée, je dis paix à son âme, mais tous ces enfants devraient voir un psychologue pour qu'on fasse un travail sur eux, parce que je pense que ils ne vont pas l'oublier de sitôt. Évidemment, pour eux, c'est un jeu, mais un jeu qui a dégénéré dans autre chose, et qu'aujourd'hui, ils sont en train de payer le prix fort. Et c'est
à la société de veiller à ce que toutes ces choses-là ne se répètent plus. Où est l'autorité des enseignants? Cette autorité, à l'époque, qui faisait que nous, on avait une peur bleue de nos enseignants, n'existe plus. Le fait même d'avoir un portable, nous on n'avait pas à l'époque quand même, mais de sortir un portable en classe ou en cours, avec un prof à notre époque, mais c'est-à-dire que même nous avons prendre quelque chose dans un sac pendant que le prof faisait cours, c'est pas possible. Et là je vois que des enfants sont à l'aise dans un établissement, font des films, personne ne leur dit rien, et je reviens à la question de savoir est-ce que nos établissements sont dotés d'assez de personnel de surveillance? Je n'en sais rien. À l'époque, les censeurs, moi quand j'entendais le terme censeur, j'avais peur. Je pensais qu'un censeur, c'était un gardien de prison. On dit le censeur, et il y a même des censeurs célèbres. Quand vous dites lycée Tocoin, on vous dit les noms des censeurs. Voilà. Et regardez comment c'est le lycée Tocoin. Et un censeur qui arrivait à faire peur de nos jours. Et ça aussi, c'est quelque chose que on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Nos établissements, à part Lomé, on a des établissements qui sont clôturés. Quand vous quittez Lomé, les établissements sont à l'air libre. Vous allez à l'intérieur du pays, vous êtes en voiture, vous voyez des établissements construits sous des arbres, sous les arbres, etc. À l'air libre. Pourquoi? C'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer. Bon, évidemment, ici, nous ne connaissons pas le terrorisme et tout ça, encore, Dieu merci. Mais un établissement scolaire, pour moi, doit être un lieu sacré, un lieu clos, où n'importe qui ne peut pas y accéder. Les élèves, le matin, quand ils rentrent, ils doivent passer par une porte où le CPE ou le surveillant, ou tout ce que vous voulez, ils doivent rester et regarder si ce sont nos élèves qui rentrent dans l'établissement. Quand les parents arrivent, ils doivent passer par l'accueil pour se faire reconnaître avant de rentrer. Mais là, et ça aussi, quand j'ai parlé des infrastructures au début, parce que je n'ai pas développé les infrastructures, mais c'est un point où je demande quand même si le gouvernement ne peut pas faire cet effort de clôturer nos écoles, nos lycées, nos collèges. C'est à l'air libre. N'importe qui, les CST, si l'enfant arrive de dehors, même il n'est pas dans l'établissement, il vient avec son portable et commence à filmer, qu'est-ce que vous allez faire? Non. Donc, ça aussi, c'est... Moi, je lance beaucoup d'appels. J'espère que ça va être écouté, mais il faut vraiment mettre tout à plat, mettre des gens compétents dans tous les domaines et faire respirer, ils ont besoin d'air, faire respirer les élèves, faire respirer les enseignants et que l'école reprenne, quoi. Parce que on a de merveilleux élèves. Le Togolais est parmi... quand moi j'allais à l'école, on me disait waouh, les Togolais étaient intelligents. Hein. Dans la sous-région, on nous enviait. Ouais. Le Togolais est vraiment bien évalué, bien estimé. Donc il faut qu'on en arrive là, parce que ce n'est plus le cas. Il faut qu'on en arrive là. Ok. Mais nous allons un peu quitter, disons, le cadre de l'éducation et aller sur une question vraiment spéciale qui me tient au cœur. Parlez-nous un peu de votre association, parce que déjà dans les questionnaires, vous avez répondu, vous avez parlé un peu de votre association. Oui. En fait, je suis accessoirement, comme on dit, aussi le président de l'association Impact Togo. Ouais. C'est le mouvement pour une nation citoyenne au Togo que j'ai créé déjà, je pense, en 2012. Et en fait, c'est une association, pour l'instant, nous avons une vingtaine de membres, et qui est domiciliée à Nkopé. Nous faisons essentiellement de la sensibilisation envers les populations de Lomé et de l'intérieur du pays autour des thèmes sur de l'éducation, c'est voilà, on vient d'en parler, de la santé, de l'écologie et de l'environnement. Et souvent, en fait, nous faisons ça à travers des tournois de football. Et nous avons commencé depuis 1999. Bon, cette année, évidemment, par rapport à la Covid, on n'a pas pu le faire, mais nous essayons chaque année de faire une sensibilisation, de prendre un thème. On prend un thème d'actualité, on sensibilise la population. Il y a 2 ans, on était à Zouti, à une petite localité du côté des lacs. On a fait une sensibilisation sur l'hypertension artérielle. Et bon, cette année, on avait prévu d'autres choses. On a fait la sécurité routière il y a 2 ans.
sur le terrain, où on a montré les premiers gestes aux étudiants et compagnie. Et il y a quelques années, on est parti à Kumabala, dans les montagnes du Kloto. On a sensibilisé la population. Et donc, voilà. Et là, on essaie quand même de toucher les points sensibles du pays pour essayer, évidemment, de parler le paludisme. On a un projet là-dessus. Et de faire en sorte, maintenant, avec la Covid, je pense que si cette maladie régressait et qu'on pouvait recommencer nos activités, je pense que le prochain thème serait évidemment ça sera sur la Covid, parce que la Covid nous donne beaucoup d'occasions. Donc voilà, mon association Impact Togo, donc c'est une association à but non lucratif et puis non lucratif, et nous essayons de faire avec nos petits moyens de bord, comme toujours, et pour aider la population. Tout à l'heure, je reviens sur un point, si ça ne vous dérange pas. Je disais que la Covid-19, pour moi, donne une opportunité formidable pour réformer le système. Et je lisais il n'y a pas longtemps un journaliste togolais qui disait que je pense que la rentrée des classes est fixée au mois d'octobre. Et si on appliquait la distanciation comme on l'applique actuellement, si tous nos élèves rentrent en classe en octobre, quel établissement ne pourra les accueillir, vu la quantité d'élèves dans chaque classe? C'est impossible. Là, ça a été une idée géniale du ministre de faire entrer que les élèves qui ont un examen à passer. Et donc, ceux qui, par exemple, en primaire, il n'y a que les CM2 qui ont été qui sont concernés, donc ça libérait les autres classes et on a pu faire la distanciation et faire des 15, voilà. Mais à la rentrée, Ça serait un problème. si on devrait faire entrer tout le monde avec une classe à 50, 60, 70, voire plus, qu'allons-nous faire? Est-ce que ce n'est pas déjà le moment, là, de faire août, septembre, octobre, 3 mois, même juin, de penser à comment allons-nous faire pour accueillir des élèves dans des classes aussi surchargées? Est-ce qu'il faut penser construire, moi je ne sais pas, parce que construire avec des briques, tout ça, ça va être rapide, ça va être très compliqué, mais est-ce qu'on ne peut pas inventer le projet inventif? On ne peut pas inventer quelque chose pour créer des places supplémentaires dans les établissements? Je pense qu'on ne peut pas faire tout le Togo, mais moi les établissements, j'en ai visité plein, les primaires surtout sont surchargés. Et ça rentre aussi dans le programme dont on a parlé tout à l'heure, qu'il faudra à un moment donné définir un certain nombre d'élèves par classe. Chez les Européens, à partir de 30, c'est suffisant, parce qu'on estime qu'un prof, pour attirer l'attention des élèves, une trentaine, oui, c'est déjà bon. Quand on vous dit 32, parce que moi j'ai un établissement de 1200 élèves, quand on dit 32, 33, et supposons au cours de l'année, un nouveau arrive, et qu'on doit le caser dans une salle, le chef d'établissement fait des pieds et des mains pour ne pas, mais des fois, je vous le dis, ajouter un élève à l'effectif, à un professeur, Et tu changes. c'est tout un problème. Il peut même ne pas faire cours. Il peut même boycotter le cours. Et des fois, c'est des micmacs, on arrive à le faire. Ici, je suis entré dans un établissement de Lomé, là, pas loin. J'ai vu des classes. Les gamins sont tassés comme des sardines. Je ne sais pas aussi comment on construit nos établissements, nos salles de classe avec les trucs là. Je ne sais pas qu'on appelle ça oui. Je ne sais pas qui a inventé ça. Pensant que l'air allait rentrer, que les enfants n'allaient pas suer. Évidemment, quand vous regardez les enfants, dans quelles conditions. Non, il faudrait qu'on se penche là-dessus. On a le potentiel, on a les compétences, on peut le faire. Il faut juste, comme je dis, une motivation politique. Et ce que je dis, est-ce que d'ici octobre, est-ce que le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Enseignement, le Premier ministre, le nouveau gouvernement qui sera mis en place, est-ce qu'on va pouvoir régler ce problème pour que tous nos élèves entrent en classe en octobre?
Je ne parle pas de l'enseignement supérieur, ça c'est pas trop mon domaine, l'université. Et deux points que je vais aussi souligner. Tout à l'heure, je disais que j'étais pour le contrôle continu. Et je milite le contrôle continu en CM2. Je milite pour la suppression du probatoire. Je l'ai toujours dit, et je le dirai, le probatoire n'a plus rien à voir dans le système éducatif togolais. Ce diplôme, je ne sais même pas si c'est un diplôme, n'est demandé nulle part. Quand vous allez chercher du travail, on ne vous dit, vous n'allez jamais vous demander, monsieur, est-ce que vous avez le probatoire? Jamais. On vous dit, vous avez peut-être le bac, surtout. Le probatoire, nous le savons tous, c'est une invention qui date de la colonisation, encore une fois, qui n'existe pas dans les pays même qui nous ont colonisés, et que nous continuons à faire, qui sert donc juste de goulot d'étranglement, c'est-à-dire d'un filtre pour pouvoir diminuer le nombre d'élèves qui pourront accéder au bac, et ensuite, au bac, accéder à l'université, simplement parce que nous n'avons pas assez de place dans nos universités. Donc, pour régler ce problème aussi simple, je l'ai milité, je l'ai dit, nous devons construire une troisième université. Pour moi, ça doit être du côté d'Atapamé par là, c'est-à-dire il y a déjà Kara, il doit avoir au milieu, Atapamé, ce côté, peu importe, et évidemment on a Lomé. Je militerai aussi pour l'université du côté des lacs, mais bon, c'est un peu trop proche de Lomé. Mais il faut créer des places en supprimant, je l'ai dit, la Covid-19, c'est l'occasion de tout ouvrir, voilà, en supprimant le probatoire et à lieu place, faire le contrôle continu, c'est-à-dire l'enfant est jugé sur les 3 trimestres. Du moment où tu as la moyenne, tu passes ton bac. Évidemment, il faut réformer tout le programme des examens. Vous savez que le probatoire, quand vous prenez des fois le probatoire, c'est plus compliqué que le bac. Moi, je l'ai vu. J'ai des amis de ma génération. Nous avons fréquenté ensemble. Moi, j'ai eu ma licence, je suis venu à Lomé, et ils étaient encore en première. Et ils ont été obligés d'aller dans les pays à côté, évidemment pour sauter l'étape, et ils ont passé le bac, ils l'ont eu aujourd'hui. Voilà. Pourquoi? Ça fait des années que je le dis, mais personne ne m'écoute. Je lance de nouveau, si le ministre regarde cette émission, cet appel pour supprimer que cette année 2020 soit la dernière année où nos apprenants ont à passer le probatoire. Je dis, s'il fait cette annonce-là à la fin du probatoire d'aujourd'hui, vous allez voir que les gens... Alors, je vous dis, c'est quelque chose qui ralentit beaucoup les élèves. Et les scientifiques l'ont prouvé et l'ont écrit. Nous passons en CM2 le CEPD. 6e, 5e, 4e, 3e, on passe encore. Ça peut toujours aller. Je ne vais pas revenir sur le brevet, parce que pour moi, on doit garder le brevet, mais on doit refaire le programme. On doit tout toiletter. Il y a des gens qui... Au Togo, on a des têtes, ils sont capables de refaire ça. C'est pas que moi, M. Ajavon, mais je sais que si j'ai réuni autour de moi un certain nombre de professeurs, de recteurs, de tout ce que vous voulez, on peut le faire. Eux-mêmes, ils le savent, ils le disent. J'en ai fréquenté beaucoup. Les programmes sont trop surchargés. Mais quand vous prenez le brevet et seconde, juste une année, et après vous attaquez le probatoire, le cerveau humain se fatigue. On ne peut pas, le cerveau humain est fatigué. Et on vous dit l'année d'après, vous repassez, vous sollicitez de nouveau le cerveau humain pour le bac. Tout en sachant qu'après, à l'université, c'est chaque année. Donc, de grâce, le probatoire, supprimons-le. Mettons en place un contrôle continu. Prenons ce budget qui est réservé à la préparation de cet examen. Mettons ce budget dans autre chose. Parce qu'il y a un coût, le probatoire a un coût. Alors, mettons cet argent dans autre chose pour l'enseignement.
revoyons le salaire des professeurs, les certifiés, les agrégés, le cas des contractuels, donnons-leur un salaire digne, revoyons ça aussi. Les affectations, j'ai eu des qui m'ont parlé de leur affectation. Quand ils sont affectés à l'intérieur du pays, ils sont totalement désœuvrés pour payer le loyer, etc. On doit mettre en place une structure, une aide à ces professeurs-là pour pouvoir les aider, une prime pour pouvoir les aider pour le paiement de leur loyer. Je parle du loyer. Le reste, ils ont un salaire pour s'en occuper. Mais ces professeurs, la plupart ont des enfants, ont une famille. On les affecte. Il faut revoir les affectations. Ouais. Donc, il y a tellement de choses, mes amis, que on ne peut pas terminer aujourd'hui. On ne peut pas parce que le temps nous est compté. Mais j'aimerais en débattre avec qui de droit. Si il y a des gens qui écoutent cette émission qui veulent me solliciter, m'interviewer ou que j'en parle plus, ils ont le temps, ben on vous contacte, vous leur donnez mes coordonnées, je suis encore là pour 2 semaines et demie, mais nous avons du boulot, et moi j'adore le boulot, j'aime travailler. Et je ne vais jamais reculer par rapport à tout ce qui touche à la jeunesse du Togo. C'est quelque chose qui pour moi c'est vital, c'est primordial. Ok, merci beaucoup. Maintenant, nous allons tomber sur notre mot de fin. Oui, mot de fin, simplement, je vous remercie, franchement, de me donner cette opportunité, parce que je ne m'y attendais pas. Quand on m'a sollicité, j'ai dit, ce que je fais, ce que j'écris, est lu par des gens, et l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui, pour en parler, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs. Nous disons merci à notre invité, M. Elvis Ajavon, fonctionnaire au ministère de l'Éducation nationale en France, qui est revenu au pays et que nous avons eu l'opportunité d'accueillir sur notre plateau découverte. On se retrouve dans notre prochain numéro. À la prochaine. Ciao, ciao. Bye bye.